Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, surtout en cette période de vacances, la première page de ce journal sera consacrée à la politique française. Pour être plus précis, à une décision gouvernementale prise tout à l'heure lors d'un conseil interministériel à l'hôtel Matignon, une décision qui intéresse François-Henri de Virieu directement, les abattoirs de la Villette. Oui, on pensait que le gouvernement ne prendrait sa décision dans cette affaire qu'en septembre, mais en fait, dès hier, dès que nous avons su que M. Chaban-Delmas était allé à l'improviste sur les lieux, nous avons laissé pressentir que les choses allaient se précipiter. Bon, alors en fait, cette affaire de la Villette se résume à quel terme exactement? Qu'est-ce que c'est en fait que l'affaire de la Villette? Eh bien, si vous voulez, la Villette, c'était un très vieil abattoir, un abattoir centenaire, dont nous allons d'ailleurs voir, je crois, des images, avec les échauddoirs extrêmement vétustes. Et la ville de Paris et l'État rêvaient d'en faire un abattoir moderne, le plus moderne d'Europe, et d'installer autour de cet abattoir un gigantesque marché de la viande avec des salles de vente climatisées, des bascules automatiques et une comptabilité électronique. D'ailleurs, là, vous voyez les nouvelles chaînes qui, elles, sont déjà entrées en service et fonctionnent déjà. Malheureusement, depuis plusieurs années déjà, on savait que le complexe de la Villette ne serait probablement jamais rentable, et cela pour deux raisons. D'abord parce que les installations ont coûté 4 fois plus cher qu'il avait été prévu en 1959. Voilà un bâtiment qui doit servir au stockage des animaux et qui ne sera, lui, jamais utilisé. Et la deuxième raison pour laquelle l'abattoir de la Villette ne sera probablement jamais rentable, c'est parce que le bétail est de plus en plus abattu hors de Paris et directement sur les lieux de l'élevage. Le résultat, c'est que 1 milliard de francs actuels ont été dépensés, on peut dire, en pure perte depuis 10 ans, et qu'il aurait fallu encore en dépenser 300 millions pour achever les installations qui, de toute façon, n'auraient jamais fonctionné dans de bonnes conditions de rentabilité. Alors la ville de Paris n'a pas voulu assumer la charge de ces déficits, et en mars dernier, les conseillers de Paris ont fait cadeau à l'État du terrain de la Villette et du marché qui se révélait impossible à faire fonctionner. C'est donc un héritage, un très lourd héritage. Que va faire l'État justement de ce que vient de lui donner la ville de Paris? Eh bien justement, comme vous le disiez tout à l'heure, la décision vient d'être prise il y a quelques instants en conseil interministériel à l'hôtel Matignon. On peut résumer les délibérations de ce conseil en 4 décisions. Toutes les constructions nouvelles sont arrêtées à la Villette, ce qui veut dire que les salles de vente du marché ne seront pas achevées. Deuxièmement, les terrains encore libres seront utilisés pour faire une opération immobilière. On ignore encore s'il s'agit de construction universitaire. L'université de Paris 7 serait intéressée, paraît-il, par ces installations, ou s'il s'agit d'opérations de construction de logements. Troisième décision, l'abattoir moderne, celui que vous avez vu fonctionner tout à l'heure, continuera à fonctionner pendant 2 ans, et c'est important. D'ici là, la société qui l'exploite devra obligatoirement avoir résorbé son déficit. Enfin, une 4e décision, le marché de la viande qui existe encore actuellement à Paris, il y a un autre marché de la viande à Paris, au hall central de Paris, n'ira jamais à la Villette, il sera transféré directement à Rungis, où sont déjà transférés les autres marchés des denrées périssables. Bien, voilà donc pour les faits, mais je suppose que dans une affaire de cette importance, on doit chercher les responsables. Est-ce qu'il y a des responsables, et s'il y en a, qui sont-ils? Oui, vous dites une affaire de cette importance, je crois qu'on peut dire tout franchement un scandale. C'est même le plus grand scandale économique de ces dernières années. Eh bien, les responsabilités, hélas, elles sont partout, c'est-à-dire qu'elles ne sont nulle part. En fait, ce sont toutes les habitudes politiques et administratives françaises qui sont en cause. Prévision insuffisante, responsabilité trop diluée, pression de certains groupes privés. Et ce soir, à 19h45, au cours de Télésoir, nous vous présenterons une enquête. Nous ouvrirons pour vous ce dossier de la Villette. Et vous pourrez entendre notamment l'un des rares hommes qui, dès 1962, est osé, à la tribune de l'Assemblée nationale, dire que persévérer dans l'erreur, vouloir reconstruire la Villette à tout prix, serait une erreur. Cet homme s'appelle François Missoff. Il était à l'époque secrétaire d'État au commerce intérieur. À l'époque, on avait dépensé 1 milliard d'anciens francs. Aujourd'hui, il était temps de faire marche arrière à l'époque. Aujourd'hui, on a dépensé 100 fois plus. Bien, un rendez-vous, je suppose que tous les téléspectateurs qui s'intéressent à cette affaire de la Villette donc seront présents tout à l'heure à 19h45. Nous changeons de sujet, vous allez le voir, puisque nous en parlons du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest qui a souffert pour la 2e nuit consécutive du mauvais temps. Cette nuit, en effet, de nombreux orages, moins violents bien sûr, il faut le dire, que ceux de la veille, se sont abattus notamment sur le Pays Basque et sur les Landes. Pendant 3 heures, cette région, le Pays Basque et les Landes, ont connu des trompes d'eau et des orages de grêle. Donc, depuis 48 heures, vous le savez, le Sud-Ouest est la victime du mauvais temps. Et je vous propose de regarder d'ailleurs, en premier lieu, un reportage de notre station régionale de Bordeaux qui fait un petit peu le point sur ces 48 heures de mauvais temps. Oui, on a eu affaire en effet mardi soir à un phénomène atmosphérique inconnu dans la région aquitaine, d'une brutalité, d'une violence et d'une durée incroyables. Les dégâts matériels, vous le voyez, sont importants.
La région touchée par cette tornade s'étend de l'embouchure de l'Adour à celle de la Gironde. Elle a été particulièrement ressentie dans les environs de Cabreton, Osgore, de Mimizan et tout autour du bassin d'Arcachon, à Andernos en particulier. En réalité, la côte basque et la région du Médoc ont été pratiquement épargnées. Le spectacle est assez impressionnant, des arbres brisés, les caravanes aplaties, les voitures détruites. Des toitures arrachées, et notamment celle du centre héliomarin à Cabreton et dans les villages de vacances-famille de Seignos et Cabreton. Bien, nous allons justement rester dans le sud-ouest, puisque vous venez de le voir, dans le studio de Bordeaux, nous a dit Adam Nelmont. Annie, les orages qui ont éclaté cette nuit, je crois, ont été quand même moins violents que la tornade d'hier. Quelle a été l'importance du mauvais temps cette nuit? Oui, hier soir, de nouveaux orages ont éclaté, vous venez de le dire, mais rien de comparable avec ce que nous avons connu il y a 48 heures. Ces orages ont été particulièrement violents sur la côte landaise. Les dégâts se sont situés notamment dans 2 communes des Landes, à Thaler et à Aire, mais près de 1000 pins de tous âges d'ailleurs ont été détruits, déracinés ou cassés. Les cultures également ont souffert, et notamment le maïs. En dehors de cela, peu de dégâts, si vous voulez. La circulation a été perturbée pendant quelques instants, car les grêlons étaient très gros. On les a comparés à des œufs de pigeon, 2 fois même la grosseur des œufs de pigeon. Bien, alors après ces 48 heures de tempête, est-ce que l'on peut dresser maintenant un bilan exact des dégâts qui ont été faits, des victimes bien sûr, et ensuite des dégâts matériels? Eh bien, le bilan, il faut déplorer 5 morts, 60 personnes blessées, 19 atteints plus grièvement. Sur le plan matériel, quelques 400 tentes, 30 caravanes gravement endommagées, des dizaines de voitures écrasées, des dizaines de bateaux détruits également ou ayant subi de graves avaries. Mais ce bilan est moins dramatique qu'on ne le pensait finalement, car vous le savez peut-être, 200 personnes à peu près ont été sauvées grâce à l'élan de solidarité qui s'est manifesté un peu partout. Bien, certaines informations que nous avons reçues à Paris nous ont indiqué qu'un certain nombre de touristes avaient décidé, à la suite de ce mauvais temps, d'abréger leurs vacances et de rentrer. Qu'en est-il exactement? Non, en réalité, les estivants ne fuient pas les stations balnéaires de la côte aquitaine. Évidemment, il y a ceux qui ont perdu leur caravane, leur tente ou leur voiture et qui ont eu leur voiture endommagée. Ceux-là sont rentrés, bien sûr, mais en réalité, je puis vous assurer que les hôtels sont toujours complets, enfin conservent leur clientèle habituelle. Bon, enfin, un dernier point maintenant. Aujourd'hui, quel temps fait-il sur l'Aquitaine, sur l'ensemble du sud-ouest? Le temps est assez orageux. C'est-à-dire que vous pensez qu'il va y avoir de nouveaux orages ce soir? Il se peut qu'il y ait de nouveaux orages, effectivement. Enfin, c'est ce qu'annonce la météo. Mais enfin, rien d'alarmant, je pense. Bien. Merci. La politique internationale à présent, elle tourne aujourd'hui autour de 3 personnalités. La première de ces personnalités, M. David Bruce, le nouveau chef de la délégation américaine aux conversations de Paris. La deuxième de ces personnalités, M. Gunnar Jarring, le médiateur des Nations Unies. Enfin, troisième personnalité, M. Emilio Colombo, le plus que probable futur Premier ministre italien. Donc, première de ces personnalités, M. David Bruce. Il est depuis quelques jours à Paris, il est arrivé la semaine dernière, et ce matin, il a dirigé pour la première fois la délégation américaine, donc aux conversations de Paris sur le Vietnam, des conversations, vous le savez sans doute, qui se déroulent avenue Kléber, au siège des conférences internationales. Et d'ailleurs, avec Jean-François Leven, je vous propose de regarder tout d'abord l'arrivée de toutes les délégations pour cette 78e séance. Le nouveau chef de la délégation américaine au pourparlers de Paris sur le Vietnam, M. Bruce, a pris ses fonctions aujourd'hui. Avant l'ouverture de la réunion au centre de conférence internationale, la 78e, M. Bruce a déclaré qu'il n'y aurait pas de changement dans la position des États-Unis, bien qu'il ait lui-même plus de latitude que ses prédécesseurs pour mener les négociations. Résumant les travaux des 77 séances précédentes, M. Bruce a dit: nous savons quelles sont les questions centrales sur lesquelles nous devons porter maintenant notre attention avec une vigueur renouvelée. Ce sont le retrait des troupes, un règlement politique et les prisonniers de guerre. M. Nguyen Van Thieu, délégué du FLN, et M. Nguyen Minh Nhu, du Nord-Vietnam, ont réaffirmé leur position habituelle en soutenant que seul le départ des troupes américaines et simultanément l'instauration d'un régime de coalition à Saigon pouvait amener à la paix. M. Pham Danh Lan, délégué du Sud-Vietnam, a de nouveau rejeté catégoriquement toute idée de gouvernement de coalition. Nous allons rester avenue Kléber, puisque en ce moment et en direct, Stéphane Paoli nous attend devant le siège des conférences internationales. Alors Stéphane, comment s'est passée cette première matinée, cette première reprise des négociations à la conférence de Paris?
Eh bien écoutez, c'est une séance un petit peu particulière aujourd'hui, pas tout à fait comme les autres, puisque du côté américain, vous l'avez dit tout à l'heure, la délégation est maintenant dirigée par M. David Bruce, chef de délégation en titre, envoyé à Paris par le président Nixon. Vous savez que depuis décembre 1969, date à laquelle l'ancien chef de délégation, M. Cabot Lodge, avait démissionné, les pourparlers piétinaient. À l'époque, le président Nixon avait nommé M. Philippe Habib comme délégué intérimaire et non pas comme chef de délégation en titre. Et pour protester contre cet état de choses, les chefs de délégation du GRP et du Nord-Vietnam, Mme Binh et M. Nguyen Van Thi, avaient quitté Paris, ne laissant que des suppléants au centre des conférences internationales. Ce matin, nouveau départ donc pour les négociations, bien que les chefs des délégations du Nord-Vietnam et du GRP soient toujours absents de Paris. Mais certains signes peuvent cependant permettre d'envisager une détente possible autour de la table des conférences. Bien, mais... On a beaucoup parlé de termes employés par M. David Bruce à son arrivée à Paris. Il a parlé à propos de l'avenue Kléber de conférences et non plus de réunions, ainsi que le faisaient jusqu'à présent les officiels américains. Et l'on sait qu'en matière de diplomatie, chaque mot a sa signification précise. Il y a également le fait que du côté de Washington, on semble prêt à faire certaines concessions, en particulier sur la formation au Sud-Vietnam d'un gouvernement de coalition avant même que de procéder à des élections. Bien, Stéphane Paoli, je vous remercie. C'est donc, il faut l'espérer, une relance de l'activité diplomatique pour tenter de mettre fin à ce conflit du Vietnam, un conflit, vous le savez, qui traîne en longueur depuis de nombreuses années, et en ce moment, par exemple, l'activité militaire est pratiquement nulle sur tous les fronts. Deuxième personnalité de cette actualité internationale, je vous l'ai dit, M. Gunnar Jarring. Lui aussi a une lourde responsabilité, il doit relancer les négociations au Moyen-Orient pour faire respecter d'une part le cessez-le-feu et d'autre part pour assurer les propositions contenues dans le plan de paix de M. Rogers. Si la tâche de M. Jarring est difficile, il sait depuis hier soir qu'il peut compter sur les représentants permanents des 4 grands au Conseil de sécurité que vous allez d'ailleurs voir sur cette photo. De gauche à droite, l'anglais, M. Warner, ensuite le français, M. Kosciusko Morizet, puis M. Yost, l'américain, et enfin à l'extrême droite de cette photographie, le soviétique, M. Zakharov. Donc ces 4 hommes ont donné un appui formel à la reprise de la mission de bons offices de M. Jarring. M. Jarring va donc commencer très prochainement ses premières consultations. Le règlement, certes, ne sera pas rapide au niveau des chefs de gouvernement, au niveau des ministres des Affaires étrangères et à tous les niveaux, à tous les échelons plutôt de décision pour les principaux pays intéressés. Par contre, pour d'autres personnes, vous allez le voir, les contacts sont plus faciles. Prenez par exemple ces rencontres internationales d'étudiants où Serge Misret a pu s'entretenir avec un groupe de 120 étudiants étrangers, parmi lesquels des Israéliens et des Arabes. À l'issue de leur séjour, ils étaient reçus avant-hier au siège de l'association Les Amis de la République française, avenue Victor Hugo à Paris. Il y avait là des Philippins et des Canadiens, mais aussi des Israéliens et des Arabes. Ils ont vécu un mois côte à côte et pendant un mois, entre jeunes, ils ont essayé de comprendre le conflit qui oppose leurs pays respectifs. Et pendant qu'ils ont parlé, ils se sont aperçus qu'un lien s'établissait entre eux, quelque chose qui ressemble à de l'amitié. Manar à droite et Hamzé syrien. À gauche, Yoram israélien et Mourad le Libanais. Et bien sûr, la paix était au centre du débat. Comment y parvenir? Oui, c'est ça le problème. Il y a une solution en fait qui n'est pas évidente, c'est la laïcisation de l'État d'Israël. La laïcisation. Il ne faut pas oublier que le fondement de la citoyenneté israélienne actuellement est la religion juive. On dit, et citoyen, c'est celui qui est né de mère et de mère juive, qui est plus important. Or, tant qu'on n'est pas né de mère juive, on n'est pas citoyen. Un instant, mais on peut être arabe et être citoyen israélien aussi. Citoyen de classe B et non pas Non. de classe A. Non. Ah, mais c'est... Puisqu'on fait de la Fais ségrégation. bien attention, non, sur mais une base professionnelle. on emploie en Israël encore une méthode assez compromise dans l'histoire qui donne quand même de bons résultats, lavage des cerveaux. Par exemple, on fait du lavage des cerveaux aux enfants pendant 12 ans à l'école, que tous les hommes sont égaux. Les résultats sont très bizarres, parce qu'il n'y a pas, par exemple, de haine pour les Arabes dans la rue. Les Palestiniens, oui. Qu'est-ce que vous en faites? Je crois qu'il n'y a pas de solution au problème si on n'arrive pas à les caser. Je mets caser entre guillemets, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser quand même ce peuple éparpillé comme ça, à travers les pays arabes, dans des camps ou bien sans identité bien précise. Je crois que c'est là le vrai problème. Il faut qu'il y ait moyen de faire vivre ces gens avec les Israéliens, dans un État parallèle, dans un État confédéré, dans un État fédéré, je ne sais pas, mais je crois que c'est la seule solution. Bon, la solution qui me charme le plus, c'est toujours l'État biconfessionnel. Le problème est comment y parvenir. Comme on a trouvé, disons, un pays pour les Israéliens,
Les Palestiniens aussi, je pense qu'ils ont le droit de vivre et d'avoir leur personnalité indépendante et d'établir leur avenir dans leurs mains. En fonction de la situation politique actuelle, c'est-à-dire telle qu'elle est-ce que vous pensez raisonnablement que la paix est possible? Moi, je crois que oui. Certainement. Moi, je crois que oui. Certainement. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis optimiste par nature. C'est la seule réponse que je peux C'est une donner. raison personnelle. Pardon? C'est une raison Absolument. personnelle. Absolument. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je Vous qui êtes israélien. suis pessimiste par nature. Et je ne crois pas que la paix sera dans quelques années. Seulement, c'est question du temps. Pas aujourd'hui, pas demain. Oui, mais Quelques années. pourquoi et à cause de qui? Pas à cause de nous, les Israéliens. Non, il est beaucoup trop C'est vous qui facile. le dites. Il est beaucoup Oui, trop bien facile sûr, de moi. dire je suis pessimiste, je suis optimiste. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir si on peut encore vivre, si nous pouvons nous permettre, que nous soyons arabes ou israéliens, de vivre toujours en état de guerre. Or, nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas nous permettre cela. Et ne serait-ce que par des raisons économiques, on sera forcé de faire la paix. C'est tout. Et si on le veut, eh bien on pourra le faire. Il suffit de le vouloir. S'il y a des points de convergence, nous avons pu discuter entre nous, mais nous n'avons pas fait la guerre, nous ne nous sommes pas battus. Dernière personnalité dont on va beaucoup parler aujourd'hui, M. Emilio Colombo. Après avoir obtenu l'accord hier des 4 partis de la coalition gouvernementale, M. Colombo va annoncer aujourd'hui au président de la République italienne, M. Giuseppe Saragat, qu'il accepte officiellement de former le nouveau gouvernement. Très vraisemblablement, d'ailleurs, M. Colombo soumettra en même temps au chef de l'État italien la liste de son cabinet. C'est donc la fin d'une crise gouvernementale, une crise ouverte voici juste un mois aujourd'hui, puisque c'était le 16 juillet que M. Mariano Rumor, l'ancien Premier ministre, donnait la démission de son gouvernement. Le 6 août, c'est aussi, vous le savez, le jour de l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima. Et ce matin, le maire d'Hiroshima, M. Yamada, a présidé en présence de 50 000 personnes les cérémonies commémorant le 25e anniversaire du bombardement atomique de la ville. Après la minute de silence, M. Yamada a lu un appel en faveur de l'interdiction totale des armes nucléaires et la cérémonie, vous l'avez vu sur cette photo, devait se terminer par un lâcher de 1500 colombes. À Paris, nous changeons de sujet. L'enquête se poursuit pour retrouver les 17 tableaux dérobés il y a 48 heures dans un appartement de la rue Scribe, dans le 9e arrondissement, un vol estimé à 1 milliard de francs. Si vous possédez vous-même des tableaux et si vous voulez les garder, eh bien regardez et écoutez les conseils que vous donne maintenant Annick Guédose. Oui, sachez qu'il existe plusieurs solutions pour que vos tableaux soient en sécurité pendant votre absence. Votre collection est importante, vous ne tenez pas à déplacer les tableaux que vous possédez. Les galeries vous conseillent de prendre un gardien à domicile. Si ces toiles sont des œuvres de maîtres très connues, certains musées se proposeront de les exposer. Ils seront ainsi sous bonne garde et profiteront aux amateurs de collection le temps de quelques visites. Mais cela ne peut être valable que pour certaines toiles correspondant à une exposition choisie par le conservateur du musée. À la banque, les coffres-forts n'existent pas seulement pour les bijoux, les objets précieux, les coupons. Diverses possibilités s'offrent à vous. Il vous suffit de vous adresser au responsable des coffres. Nous en avons des tout petits, ça nous en disposons un certain nombre. Par contre, nous avons des grands coffres et des salles fortes qui sont très importantes et naturellement le nombre est plus limité. Quelles sont les conditions à remplir pour louer un coffre? Simplement remplir une carte de signature avec le nom, naturellement, l'état civil. Il faut naturellement une pièce d'identité. Ce n'est pas plus difficile que ça. Est-ce qu'il faut avoir un compte ouvert dans la banque ou Absolument pas. Absolument pas. Et quelles sont les conditions cette fois que vous exigez? Les conditions, écoutez, c'est difficile, dans le sens que vous avez des petits coffres dont le tarif débute à 50 francs, ça va jusqu'à environ 350, et vous avez par contre alors des chambres fortes, beaucoup plus grandes, qui font 12 à 13 mètres carrés, qui naturellement coûtent plus cher. Est-ce que les peintres font partie d'une clientèle fidèle? Oui, oui, surtout pour les grandes salles, naturellement, ça se comprend. Quelles sont les garanties? Les garanties à quel point pour une personne qui dépose ses tableaux dans un coffre? Écoutez, vous avez vu la porte en rentrant. Des garanties, nous avons des mesures de sécurité. Je ne veux pas vous les dévoiler, naturellement, parce qu'elles perdraient de leur efficacité. Est-ce qu'il faut prendre une assurance supplémentaire? À mon avis, non.
Une dernière solution, vous avez des tableaux mais pas d'argent. Le crédit municipal vous les gardera et vous permettra de partir en consentant un prêt après évaluation des tableaux. Une affaire passionne l'Amérique depuis hier puisqu'elle met en scène Robert Kennedy Jr., 16 ans, et son cousin Robert Sargent Shriver, 17 ans. Le premier est le fils de Robert Kennedy, assassiné il y a 2 ans à Los Angeles. Le second est le fils, lui, de l'ancien ambassadeur des États-Unis en France, M. Sargent Shriver. Les 2 enfants, ils ont donc 16 et 17 ans, sont accusés de détention et d'usage de stupéfiants et ils doivent comparaître cet après-midi à huis clos devant le tribunal pour enfants de Yannisport. Michel Drucker, nous passons maintenant au sport. Jean Vadou, hier en Finlande, n'a pas accompli, disons, l'exploit que l'on attendait. Oui, contrairement à ce qu'il espérait, Jean Vadou n'a pas réussi à un temps exceptionnel sur la distance de 5000 mètres. Il a même abandonné après 2800 mètres de course, souffrant de difficultés respiratoires. Mais au moment de cet abandon, Jean Vadou n'avait d'ailleurs aucune chance de réaliser une bonne performance, car la course ne s'était pas déroulée comme il le souhaitait et les temps de passage prévus n'avaient pas été respectés. La tête française n'est nullement découragée. Il va même disputer ce soir à Kyopo, toujours en Finlande, un 1500 mètres. Vous savez qu'il est depuis peu, voici Vadou, qu'il est depuis peu recordman d'Europe du 1500 mètres avec 3 minutes 34 secondes. Cyclisme à Leicester en Angleterre dans un peu moins de 2 heures à 14h06 heure locale. Monsieur Hiss, Premier ministre de Grande-Bretagne, va déclarer ouverts les championnats du monde cyclistes 1970 auxquels 37 nations vont participer. C'est la 2e fois depuis leur création que ces championnats ont lieu en Angleterre. Ils avaient déjà eu lieu à Liverpool en 1922. Au programme de cette première journée, le kilomètre lancé, départ arrêté plus exactement, kilomètre contre la montre. Et là, la France peut remporter une médaille d'or cet après-midi avec Pierre Trentin, que nous allons voir. Trentin avait déjà remporté le titre mondial dans cette spécialité en 66. Il peut reprendre son bien cet après-midi aux dépens de l'Italien Sartori, vainqueur l'an passé à Mbro, en Tchécoslovaquie. Vous pourrez suivre le programme complet de cette première journée en direct de Leicester à partir de 15 h sur la première chaîne cet après-midi avec nos envoyés spéciaux Jean-Michel Lelio, Richard Dio. Une photo maintenant, un athlète que vous allez peut-être reconnaître, ce guerrier casqué que nous allons voir dans une seconde. C'est Roger Bambuc, finaliste olympique sur 100 et 200 mètres, qui fut recordman d'Europe du 200 mètres. Bambuc, qui était sursitaire jusqu'à présent, vient d'être affecté au centre des forces armées de Fontainebleau pour y effectuer son service militaire. Roger Bambuc pourra toutefois s'entraîner comme il le voudra. Il vient de reprendre, vous savez, la compétition après un an d'interruption. Enfin, une autre photo qui est apparue à la une de tous les journaux belges hier. Jacques X, le pilote automobile, qui est aussi célèbre en Belgique qu'Eddy Merckx, et ça n'est pas peu dire. X, qui a l'air bien grave, ici à droite sur cette photo, s'est marié. Il a épousé à Woluwe-Saint-Lambert, dans la banlieue de Bruxelles, la ravissante Christine, que vous voyez à gauche. Elle a 19 ans. On la voyait déjà depuis longtemps aux côtés du champion belge sur tous les circuits automobiles. Elle a déjà posé ses conditions. Christine, elle souhaite que son époux abandonne la course automobile à la fin de la saison. Bien, ben voilà un bon conseil. Nous espérons que X le suivra. Voyager dans un tout autre domaine, sans un sou en poche, à plus forte raison bien sûr sans billet d'avion, et réussir en première classe à s'embarquer de Sydney en Australie pour arriver à Paris, après un voyage de 36 heures qui lui a fait survoler 7 pays, c'est l'aventure extraordinaire de ce champion du monde des passagers clandestins, un petit Australien de 14 ans, Charles Torgeman. Et Charles a déclaré à son arrivée à Paris qu'il ne voulait pas rentrer en Australie, qu'il voulait rester dans la capitale et qu'il voulait même rester en France. Il n'est pas nécessaire, si vous voulez voyager, vous allez le voir, de partir bien loin. Si vous habitez Paris ou si vous êtes à Paris en ce moment, il est un coin de la capitale que vous allez visiter avec Alain Doucet, où tout n'est qu'exotisme et dépaysement. J'ajoute une chose, tout ce que vous allez entendre a été pris mot pour mot dans des dépliants et des brochures d'agences de voyage. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, si vous aimez le dépaysement, si vous hésitez sur votre destination finale, nous pouvons vous être, je crois, d'utiles conseils. L'Extrême-Orient vous tente-t-il? Nous vous proposons une excursion originale à travers les rues populaires inconnues de Hong Kong, Bangkok, Tokyo, Calcutta, Katmandou, avec leur vie prodigieuse et leur gastronomie multiple et si particulière. Non. Alors, de Djerba à Tanger, tous les délices qui retinrent Ulysse sont encore pratiquement à saisir. La solution de vos vacances, c'est l'Afrique du Nord, ses souks synonymes de mystère, d'exotisme, terre d'hospitalité traditionnelle où l'on goûte encore la douceur de vivre.
Vous préférez la Grèce? Ce bain de jouvence sous un ciel parfumé aux brochettes? L'Italie, dites-vous. Le plus étourdissant cocktail qui se puisse rêver de couleurs, de musique, de vie tourbillonnante, de romantisme et de fantaisie. L'Allemagne encore et les mystères excitants de ses villes portuaires. Mais non, je vois, c'est l'Amérique, c'est Harlem qui vous tente. Mais vous hésitez encore. Alors venez donc à Paris où tout ce que vous venez de voir a été filmé dans un quartier de 200 mètres de côté à 200 mètres de Notre-Dame. Vous n'y trouverez pas un seul restaurant français, ce qui impliquerait, au dire de certains visiteurs mal informés sans doute du folklore local, d'étonnantes retombées politiques. Si vous croyez que c'est à cause de la cuisine anglaise que l'Angleterre ne doit pas entrer dans le marché commun, eh bien, c'est une injustice. Et ce sera sans doute au centre des négociations de Bruxelles, la remarque que vient de faire le monsieur. Pour les enfants, maintenant, dans notre rubrique habituelle des livres, France Nespo nous propose un titre évocateur, Le Soleil Sauvage. Oui, c'est un roman historique qui concerne les adolescents et les grandes personnes aussi. Ce livre de Michel Hérubel, qui est paru aux éditions Fayard, s'appelle donc Le Soleil Sauvage. L'histoire est celle d'un jeune noble ruiné, normand, qui s'engage dans les troupes de Jeanne d'Arc, donc au XVe siècle. Oui. Je voulais dire une chose, oui. Une précision, c'est que le livre n'est pas tout à fait pour les enfants. Oui, c'est aussi pour les grandes personnes aussi, parce qu'il y a entendu. des choses qui ne sont pas non plus pour les enfants dans le texte. Oui, d'ailleurs, on est en lisant ce livre dans une atmosphère un peu picaresque de roman historique. Oui, c'est ça. C'est l'époque, le XVe siècle, une époque assez tragique, d'ailleurs en beaucoup de points comparables à la nôtre, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Une époque où on voit Richard III, les meurtres, Jean sans peur, etc. Donc quelque chose d'assez plein d'aventures, hein, et qui avait été assez peu traité par les romanciers, disons, historiques. Il y a Walter Scott qui a écrit plusieurs livres sur cette époque, dont Quentin Underwood, Ivanhoe, mais on n'avait pas traité le XVe siècle, à part, évidemment, toute modestie et toute comparaison mise de côté, par Shakespeare, évidemment, qui a traité le XVe siècle. Alexandre Dumas a traité par la bande le XVe siècle, avec un livre, d'ailleurs, qui n'est pas très très fameux, qui est Le Sire de Mauléon. Lui, il s'est attardé surtout au XVIIe, donc avec ses chefs-d'œuvre, Les Trois Mousquetaires, etc. Ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de plaquer le plus possible sur l'histoire. Oui, la mentalité historique de l'époque, je crois. C'est ça. De façon à ce qu'on n'ait pas quelquefois les défauts qui existent dans des romans historiques qui ont été écrits par des auteurs qui ont la mentalité de leur époque. Même chez Dumas, les Trois Mousquetaires ont la mentalité du 19e siècle. Oui, je rappelle donc que ce livre, nous sommes obligés de conclure parce que le journal a été long aujourd'hui, qu'on retrouvera dans ce livre un climat d'aventure qui peut séduire donc les jeunes et les plus grands, et c'est Le Soleil Sauvage de Michel Hérubel aux éditions Fayard. Les héritiers de l'enfer. C'est cela. Bien, tous ceux qui aiment le cirque, donc les enfants et les adultes, bien sûr, viennent de perdre avec la mort de Pipeau, l'un des plus grands clowns blancs. Il avait 73 ans, mais il avait aussi derrière lui 60 ans de cirque. Les clowns ne disparaissent jamais tout à fait, ça vous le savez. D'ailleurs, je vous propose de le revoir en compagnie de Raymond DeVos dans un sketch qui avait été présenté l'année dernière au gala de l'Union des artistes. Certaines choses, et toi, tu vas me dire après ce que c'est. Ouais! Mais un petit instant, cher ami. Un petit pari, un petit gueuleton. Un petit gueuleton. Après spectacle? Ok. Ok? Ok. Au champagne? Au champagne. Bon, je commence, hein? Non. Stop! Oh, Enfantin. Tu joues au tennis? Non, au ping-pong.
On peut se tromper. On peut se tromper, oui. Bon, je continue, mais... Stop, stop, stop! Enfantin, tu joues de la guitare? Non, du banjo. On peut se tromper. Je continue. Ouais. Stop, enfantin. Tu es rentré dans l'ascenseur. Oui. Tu as appuyé sur le bouton. Oui. Tu es monté au 6e étage. Oui. Arrivé sur le palier, tu as sorti tes clés. Oui. Tu as ouvert ta porte. Oui. Et tu as embrassé ta petite amie. Non, ma femme. On peut se tromper. Dernière page de ce journal, beaucoup plus sérieuse, la bourse. Gérard Vidalange, quels sont les cours de la bourse aujourd'hui? Trêve estivale, le marché est très calme, beaucoup de gens s'apprêtent à partir. Quoi qu'il en soit, l'or s'est un petit peu redressé. Vous savez qu'en début de semaine, il y a eu une forte baisse de l'or à la suite des décisions concernant les allègements au sujet du contrôle des changes. Et les valeurs françaises